Bonjour et bienvenue, on se retrouve dans un nouvel épisode de Père Castor raconte-nous ton histoire. Et aujourd'hui on reçoit Simon d'Aragon. Ça va Simon ? Ça va très bien et vous ? Bah écoute, tout va bien. Bah nous on est heureux évidemment de te recevoir. On a hâte de te poser plein de questions, de te challenger si on y arrive sur pas mal de sujets. En tout cas on a un bon ami à toi qui nous a dit que ça allait pas être des plus simples, Emeric pour ne pas le citer. Donc on a hâte de commencer avec toi cette interview. Comme l'a dit Erwan, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. Père Castor, mais en l'occurrence, c'est Père Castor aujourd'hui. Pour aujourd'hui, oui. En fait, l'idée, elle est très simple. C'est qu'on va remonter à ton premier souvenir entrepreneurial ou d'investisseur. C'est toi qui décides. En sachant que vendre des cerises à 5 ans, ça peut être un souvenir entrepreneurial. Et ensuite, on va en fait défiler le fleuve ou la rivière de ta vie. Et nous, en tant que castor, on va mettre des barrières, on va mettre des barrages et on va poser des questions au fur et à mesure. Alors, il y a des questions qu'on a déjà de base. Et puis, il y a d'autres qui vont venir en fait en fonction du discours que tu vas nous tenir. Mais avant que tu nous donnes ce premier souvenir, si tu veux bien, très rapidement, est-ce que tu peux nous dire, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, mais très rapidement, puisque tu l'as compris, on va remonter tout le fleuve et la rivière de ta vie, qui tu es, quels sont tes business et ce que tu fais aujourd'hui ? Avec grand plaisir. Déjà, merci de l'invitation. Je m'appelle Simon d'Aragon, donc je suis maître de conférence en droit fiscal. Ça veut dire que je suis prof à l'université, pour faire simple. Je dirige un master de droit fiscal à Lille, dans le nord de la France. Ce n'est pas une ville de laquelle je suis originaire, puisque moi, je suis plutôt de la Côte d'Azur. Ok. Et ma deuxième casquette, c'est que j'accompagne des clients de France et du monde entier sur la partie fiscale, puisque je suis docteur en droit fiscal. C'est mon domaine de spécialité. On accompagne tout type de profils. On va en discuter après, j'imagine. Et donc voilà, c'est mes deux casquettes principales. À côté de ça, je travaille avec pas mal de responsables politiques également, notamment pendant le projet de loi de finances. On en parlera tout à l'heure. On pourra se dire un mot là-dessus, comment ça fonctionne au niveau politique, la partie fiscale. Qui vient tous les ans ? Qui vient tous les ans, exactement. Donc je contribue pas mal à ces sujets-là. Voilà, en quelques mots. Et puis évidemment, je suis investisseur et entrepreneur sur tout un tas de business, mais j'imagine qu'on va y revenir. Est-ce que exactement, putain, tu dois être l'une des seules personnes qui a respecté le 1 minute. Oui. C'est méthodique, c'est voilà. Ouais, c'est simple, efficace, c'est rapide. parfait. Juste investisseur, nous on distingue crypto, bourse, IMO. T'es sur les 3 sujets, t'es sur l'un des 3 ? Je suis sur les 3, en sachant que tout ce qui est crypto, c'est pas trop mon truc. Okay. Pour une raison très simple, c'est que je m'y connais pas des masses. Okay. Même si Et tu es exposé un petit peu quand même ou pas du tout ? J'y suis exposé sur les aspects fiscaux de ce sujet, évidemment. Donc ça pourrait faire l'objet d'un seul épisode. Voilà, on en parle avec grand plaisir. Mais non, c'est plutôt immobilier et financier, on va dire classique. Et les autres aventures entrepreneuriales, brièvement, tu peux nous dire lesquelles ? Alors, il y en a plusieurs. Je vais essayer de le faire rapidement. Déjà, il y a une partie qui est liée directement à mon activité principale, puisque je suis associé dans un cabinet d'expertise comptable. J'ai voulu verrouiller, si vous voulez, fermer la boucle d'une certaine manière. Tous mes clients travaillent avec mon expert comptable dans une structure dans laquelle je suis associé. Donc, tu as des clients ? Exactement. Exactement. Tous mes clients en fait travaillent avec cet expert comptable. Je peux vous parler de quoi d'autre comme projet. On a un vin qui va sortir dans pas très longtemps. Je suis associé avec 2 personnes sur ce. T'as un vignoble ou c'est uniquement Alors, la production ? c'est sans rentrer dans le détail, mais parmi les 3 associés, l'un des 3 est originaire du Var et puis c'est petit-fils de viticulteur et donc voilà, on travaille avec lui pour développer ce business-là. Le 3e associé étant ma tante. Qui est la fondatrice d'une marque de décoration d'intérieur qui est une des plus connues au monde aujourd'hui, qui est la marque Peau de Vache. Vous jetterez un œil, c'est assez exceptionnel ce qu'il fait. C'est du savoir-faire français, c'est assez exceptionnel, c'est assez haut de gamme. Donc voilà, l'association de 3 personnes. Ça te parle ou pas ? Oui. J'ai l'impression que ça me parle aussi. Ouais. Vous jetterez un œil, c'est vraiment sympa. Voilà, un deuxième exemple. Et puis également, j'en ai d'autres. Voilà, je peux développer, mais je ne veux pas non plus. C'est marrant que tu aies autant de projets. J'aurais jamais imaginé que tu étais investi autant sur tant de projets différents. Quand on est entrepreneur, généralement, on a tendance à agir naturellement. Mais tu vois, quand on te voit de l'extérieur, en tout cas moi de ma perception. C'est le côté fiscaliste et le côté comptable qui donne peut-être un espèce de... On se dit, il y a un cadre, C'est volontaire de ma part. Ça fait partie de la communication que j'ai décidé d'avoir. Je n'ai pas forcément envie de communiquer sur autre chose que cette partie-là. Ça veut dire que des fois, tu fais la fête et tu termines à 4h du matin et on peut te retrouver en slip. Pas trop. Là, vous allez avoir du mal à trouver des images là-dessus. Ok, donc tu tiens à préserver cette image de quelqu'un de sérieux parce que, quelque part, ce que tu vends, le service que tu vends, c'est quelque chose qui nécessite du sérieux et de la méthode. Alors, encore une fois, je trouve qu'il y a des équilibres à trouver dans la vie de manière générale.
Et moi, l'équilibre qui me semble fondamental, je le résume en une phrase, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment renvoyer cette image de sérieux parce que avec les clients qu'on a, on ne peut pas se permettre justement d'apparaître en slip un soir dans la rue, évidemment. En revanche, rester toujours très accessible pour tout le monde, quel que soit le niveau des clients. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de gros clients, il y a juste une relation humaine qui se crée, qui se noue. Et à partir de là, on avance ensemble. Très bien. Intéressant. Un petit peu de formation ? Oui, on a une boîte de formation également, Ok. bien sûr. On a créé récemment, alors je l'ai annoncé au séminaire il n'y a pas très longtemps, on a créé l'école française du business et de l'entrepreneuriat. C'est une école qui a vocation dans les prochaines années à former des collégiens et des lycéens au business et à l'entrepreneuriat. On est dans un pays où quand on est au collège et au lycée, en fait, on fait que de la formation classique. Donc l'idée, c'est pas du tout de concurrencier l'éducation nationale, c'est d'être un complément à l'éducation nationale, de prendre les jeunes une semaine pendant l'été ou une semaine pendant les vacances et de leur dire venez passer une semaine avec nous, une sorte de colonie de vacances, mais une colonie de vacances smart, utile, avec des entrepreneurs pendant une semaine, une dizaine d'intervenants, on les prend une semaine et on en fait des machines de guerre, en tout cas ceux qui sont réceptifs. Et peut-être que l'élève au fond de la classe va se révéler et devenir un entrepreneur. Exactement. Ok. Et Cool. qui finance, par curiosité, pour les parents qui nous regardent et qui pourraient être intéressés? Alors, c'est eux-mêmes qui financent, parce que D'accord. c'est une semaine qui va évidemment pas donner. D'accord. Pas donner, c'est peut-être pas accessible à tout Tu as le un monde. indice de prix déjà, une idée de combien ça va Oui, coûter? bien sûr, à peu près 2000 € la semaine, à peu près. D'accord. Donc, Ok. c'est pas donné, c'est évident. Par C'est un contre, peu plus cher qu'une colonie de vacances, mais c'est pas non plus décorrélé Exactement. du marché. C'est Enfin, c'est tout inclus et avec tous les intervenants qui sont présents. Intervenants choisis avec soin, des sportifs de haut niveau, enfin bref, tout ce qu'il faut pour faire une semaine assez exceptionnelle. On peut faire un parallèle qui n'est pas la même saison, mais qui sera en hiver. Une semaine au ski pour un enfant de 15 ans, c'est vite 2000 €. Exactement. Et si on prend le cas des étudiants, parce que j'ai fait collégien, lycéen, mais c'est aussi pour les étudiants, si on prend le cas des étudiants, plutôt que d'aller passer une semaine à Ibiza justement en finissant en slip le soir, comme je disais très justement, on va essayer de faire une semaine qui soit utile. Tu l'as été, toi, un jour, cet étudiant ou pas? Non, pas vraiment. T'as jamais été. T'as déjà Non. fait la fête non? J'ai déjà fait, Pour voir. mais sans débordement particulier. Ah ouais. T'as toujours été assez. Finalement, l'image que t'as aujourd'hui, elle est quand même le reflet de ta personnalité un petit peu. Je trouve qu'on n'a pas besoin de ça. Je trouve que les gens pensent avoir besoin de ça pour se sentir bien et pour exploiter une partie d'eux qu'ils n'exploitent pas dans leur journée. Je suis de ceux qui pensent qu'au contraire, c'est pas de cette manière-là qu'on noue des vraies relations humaines. Les vraies relations humaines, on les noue plutôt autour d'un dîner en étant tous bien, sans caméra, mais sans excès particulier. Non. Tu bois pas du coup? Je bois très peu. Très peu d'alcool, un verre de vin de temps en temps, un cocktail de temps en temps l'été, parce que je trouve que ça se... J'ai Ça pas de marche bien avec rigidité la- absolue, mais j'ai une maîtrise totale de ce que je fais. Aucun excès? Tu fumes pas? Je Tu fume bois pas? Je bois pas. Je suis le Tu genre consommes pas de idéal. drogue? Non, je plaisante. C'est toi qui me dis qu'il faut pas parler perso et tu m'emmènes dessus. Et tu fais aussi un petit peu, tu communiques sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça représente du temps pour toi. Comment est-ce que tu gères cette partie-là? Alors ça, c'est un vrai sujet. Mon équipe m'en parle régulièrement. Je suis contacté tous les jours par des gens qui me disent il faut te faire une stratégie de communication. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que le mieux pour moi, c'est d'être sincère, c'est d'être honnête. Et les moments où j'ai du temps, en fait, je fais une story, tout aussi simple que ça. C'est-à-dire que Ok. souvent, c'est à l'aéroport parce qu'il n'y a qu'à l'aéroport où j'ai du temps, ou avant de prendre le train, ou... J'ai un message très clair dans ma communication. Je suis de ceux qui pensent que l'excès de communication pour vendre des choses ne fonctionne pas. Donc ma communication, j'ai un seul message à faire passer, c'est « je suis présent partout ». C'est mon seul message que je souhaite passer avec ma communication. Je suis présent partout en France. Donc je montre que je me déplace pour voir les gens. Après, c'est le bouche à oreille qui fait le job pour la compétence. Et disponible pour tous et accessible pour tous. Accessible pour tous, exactement. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de gros clients. On y va? On commence? C'est parti. On rentre dans le podcast? C'est quoi ton premier souvenir entrepreneurial ou ton premier souvenir d'investisseur, aussi loin que tu arrives à ton souvenir? Alors, je vais peut-être un peu vous décevoir. Je ne suis pas un entrepreneur dans l'âme depuis mon plus jeune âge. Je n'ai pas d'histoire à raconter où je vendais dans ma classe de collège certaines Des choses. suites ou... Voilà, c'est pas vraiment à ce moment-là que ça s'est manifesté. Je dois dire, et je suis très reconnaissant envers la vie et envers les clients que j'ai rencontrés dès que j'ai commencé mon activité. C'est eux qui m'ont donné ce goût de l'entrepreneuriat. Alors par contre, depuis, ça explose dans ma tête tous les jours. J'ai des projets tous les jours et j'ai beaucoup de projets qui sont en cours également et qui sont développés et qui sont en cours. Mais j'ai pas de souvenirs très précis, on va dire très lointains. Peut-être ce premier client
C'est qui cette personne à qui tu penses quand tu dis ce client qui m'a, ou ces clients s'il y en a plusieurs? J'ai pas de souvenir particulier d'un client précis. Peut-être que je dirais simplement que j'ai identifié assez tôt, les business models qui pouvaient exister. Et j'ai identifié assez tôt la manière dont je pouvais gagner de l'argent assez facilement grâce à mon expertise. Et je crois que c'est plutôt ça ma force, plutôt que d'avoir un souvenir assez précis. Et j'avoue que si j'en avais un, il faudrait que j'y réfléchisse bien plus. Ok. Donc je suis désolé, je vous déçois un peu sur cette première question. Alors, t'es le premier à ne pas nous donner de souvenirs entrepreneurial. Alors après, est-ce que tous ceux qui vous racontent leur premier souvenir, est-ce que ce premier souvenir est véritablement vrai? Ça, je ne sais pas. Ah, ça, Je me permets pas de juger, mais en tout cas, moi, ça a le mérite d'être sincère. Ok. Non, mais après, en effet, après, il y a peut-être un premier moment, parce que du coup, il va falloir quand même qu'il y ait le haut de cette montagne qui va nous permettre de suivre ce fleuve. Donc, il faut qu'on trouve un moment. Parce que sinon, On a 1h30 là. En fait, sinon, on n'a plus de thème. Donc, on plie bagage. Ça serait quoi, du coup, ce moment? C'est quoi? C'est un moment dans tes études? Il y a un moment donné, tu as fondé ton premier cabinet avant d'être prof en université, j'imagine. Est-ce que c'était pendant tes études que tu as pensé à tout ça? Ça a été après? En fait, depuis très tôt, je l'ai l'accroche. C'est bon, vous allez C'est bon. Ok. J'ai cru qu'on allait arrêter là. Non, je dirais que la base depuis très jeune, je suis convaincu par la force de la transmission. J'ai été coach de basket quand j'étais plus jeune. Okay. C'est vrai que t'es grand. Hein. J'ai été coach de tennis. Ouais. J'ai beaucoup joué au tennis quand j'étais jeune. Et en fait, j'ai toujours été convaincu que ce volet transmission allait me permettre par la suite de développer des business autour de ça. Et d'ailleurs, même les gens avec qui je travaille, moi, il n'y a personne qui part d'un rendez-vous sans avoir tout compris. C'est hors de question. C'est-à-dire qu'il faut rester 5 heures, on reste 5 heures. L'objectif premier, c'est vraiment de nourrir les personnes que j'ai en face de moi. Et j'ai un raisonnement qui est totalement différent de ce qu'on pourrait appeler la concurrence par ailleurs. C'est que je refuse d'employer des termes compliqués. Je refuse d'être inaccessible. Je vulgarise à fond. Et je vais même te dire un truc, je préfère que tu viennes me voir une fois et que tu n'aies plus jamais besoin de moi. Je vais tout donner. Tu pars, tu n'as plus besoin de moi. Il n'y aura plus aucune facture. Mais par contre, je sais que tu vas en parler à 50 personnes. Et je préfère cette logique-là. Et donc, sur l'aspect entrepreneuriat, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il faut faire quelque chose vraiment correctement, vraiment à fond, pour qu'on en parle autour de soi et que ça se développe. Plutôt que de créer une dépendance au niveau de ton client et qu'il ait besoin de toi. Ok. Exactement. Est-ce que tu étais délégué de classe? Est-ce que tu étais leader déjà quand tu étais dans ton groupe d'amis? Alors, pas forcément plus que ça. Plutôt oui, mais pas forcément plus que ça. J'étais plutôt leader dans le sport. Ok. Parce que t'avais une zone de génie là-dedans? J'avais des facilités là-dedans. Tu été sportif de haut niveau? Pas de haut niveau, non. J'ai joué au tennis à un bon niveau. Tu étais classé combien? J'ai été classé quelque chose comme 15-3 ou 15-2, assez jeune. Régional, quoi. Ouais, je sais pas si... 15-2, 15-3 vers 15-16 ans, j'imagine. C'était un peu plus tôt, c'était plutôt vers 11-12 ans de mémoire. Ah ouais, 15-2 à 11 ans, c'est costaud. Hein. C'était pas mal. Ah ouais. C'était pas mal au début. Et puis après, bon, les choses ont fait que j'avais un peu d'avance à l'école, donc j'ai eu mon bac assez tôt. T'as sauté une classe? J'ai sauté une classe, exactement. Comme je suis plutôt de fin d'année, j'ai eu mon bac à 16 ans. Et donc, du coup, à 16 ans, il a fallu faire un choix entre prendre beaucoup de temps pour le sport ou prendre plus de temps pour les études. Et j'ai fait mon choix. T'es d'où dans le Var? Moi, je suis de la Côte d'Azur. Ouais. Où ça? À Nice. T'es de Nice? J'ai grandi à Nice. J'ai vécu à Toulon, moi. T'as vécu à Toulon? Sur le Mont Faron. Ok. Donc, excellent. Je connais un petit peu le sud. Mais du coup, toi, t'habites toujours à Nice, d'ailleurs? J'habite toujours. Alors, j'habite entre Nice et Lille. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que à Nice, c'est l'endroit d'où je suis originaire, où je suis bien, où j'ai ma famille. Ouais. Et Lille, c'est l'endroit où je dirige le master. J'ai découvert le Nord il y a 2-3 ans. Donc, du coup, tu fais quoi? Tu fais 3 jours à Nice, 3 jours à Lille? Ouais, c'est un peu plus technique que ça. Okay. Souvent, ça ressemble plutôt à 2-3 jours à Nice, 2-3 jours à Lille, 2-3 jours à Paris. Bon, voilà, c'est éclaté. Ça change un petit peu. Mais du coup, aujourd'hui, on veut voir Simon d'Aragon. On va à l'université de Lille. On l'a en prof? Alors oui, si on fait l'université catholique de Lille, où je dirige le master. T'es à la Cato à Lille? Ouais. Parce que j'ai fait une année de classe préparatoire à Lille, moi. Ok, excellent. J'étais à Gaston Berger. Ok. C'est à côté de Féderne. Ouais, d'accord, excellent. Eh ben, il faut faire un master en droit fiscal. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire une licence de droit et après se spécialiser en matière fiscale. Exactement. T'es prof de master? Exactement, je dirige le master de droit fiscal. Okay. L'avantage que ça a, tu vas comprendre l'histoire de la boucle dont je parlais tout à l'heure, c'est que je peux recruter à l'intérieur même des personnes que je forme ensuite. Tu le fais? Oui. Ok. Excellent. Non, mais t'as raison. Les meilleurs, évidemment. Est-ce que les meilleurs, c'est ceux qui ont les meilleures notes? Absolument pas.
Génial. Absolument pas. Même en matière fiscale. La clé, je le dis peut-être si vous avez des jeunes qui vous regardent et des personnes qui veulent rentrer dans la vie professionnelle ou s'émanciper dans la vie professionnelle, la clé, c'est d'être indispensable. La clé, c'est de se rendre indispensable. Je vous prends un exemple tout bête, un exemple moi qui m'a marqué. J'ai une collaboratrice, elle se reconnaîtra d'ailleurs. Avant qu'elle travaille pour moi, c'était une étudiante que j'ai eue dans le master. Et un jour, devant plusieurs étudiants, je raconte cette anecdote, il y en a très peu qui la connaissent. Un jour, quand j'étais devant les étudiants et je leur dis, moi, il y a un truc qui vraiment me saoule quand j'arrive à l'université. Je sais à quelle heure j'ai cours, mais je ne sais jamais dans quel amphi il faut que j'aille. Parce que je ne pense pas regarder. Moi, j'arrive à l'université et puis je vois quoi. Et je ne sais jamais dans quel amphi je dois aller. Et ben, à partir de ce jour-là, cette personne, à chaque fois que j'avais cours, un quart d'heure avant mon cours, je recevais un message avec la salle de cours. Et en fait, vous voyez, c'est se rendre indispensable sur un tout petit besoin en vérité. C'est même pas de la fiscalité, mais c'est hyper efficace. Ok. Je sais pas, on était en novembre jusqu'à la fin de l'année. Elle t'envoyait l'amphi à chaque fois. Exactement. Et aujourd'hui, elle bosse pour toi, elle fait quoi? Elle travaille pour moi sur la partie fiscale. Donc tu l'as embauchée sur la fiscalité. Ben, c'est très fort. Très malin de sa part. Très intelligent. Et t'en es content? Très content. Ça fait combien de temps que vous bossez ensemble? Ça fait, je pense, 2-3 ans. Ok. Donc là, ça fait 3 ans que tu as lancé ce master, que tu as accompagné. C'est ça, que j'ai pris la direction, la co-direction pour être précis, il y a 2-3 ans à peu près. Ouais. L'intérêt, j'imagine qu'il n'est pas financier. Il est plutôt. Absolument pas. Il est plutôt, on revient à ce que je disais tout à l'heure, la transmission. Mine de rien, les années passent pour tout le monde. Et d'être au contact des jeunes, de la jeunesse, tous les jours, de leur transmettre la passion qu'est la fiscalité pour moi, c'est assez exceptionnel. T'as quel âge toi d'ailleurs? Je donne jamais mon âge. Me donne à quel âge? Bah, t'as des cheveux blancs sur le côté. Moi, je pense qu'on est de la même génération. Ouais, parce qu'Erwan, tu lui donnes quel âge? Erwan, je lui donne plus que toi, ça c'est sûr. Ouais. Et pourtant, les gens, en général, ils me donnent à peu près le même âge. Non, il a un peu plus. Je pense qu'il a 33, 34. 35. 35, ok. Et toi? Moi, tu me donnes quel âge? Un peu moins, j'aurais dit 28, 29. 24. Ah ouais, ok, super jeune. Et toi, t'as... Ah, je pense que vous êtes à peu près par... Un petit peu moins, je pense. Ouais. Je crois que je le sais en plus ton âge. Je crois que j'ai déjà entendu 32 ou 33 ans. 32, ouais. 32. Ouais, donc les années passent pas tant que ça. Ça va quand même. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, mine de rien, d'être au contact de la jeunesse qui se forme, et puis pour rester faut rester dans les... Ça donne une crédibilité aussi? Complètement, bien sûr. De diriger un master, d'être prof à l'université, ça donne de la crédibilité. Ça nourrit un écosystème global, en fait. Exactement. Ok. T'as fait ton doctorat à Nice? Non, à Paris, à la Sorbonne. Ah, t'as fait la Sorbonne? Ouais, ok. exactement. Donc master droit fiscal. Master droit fiscal à la Sorbonne. C'est quoi déjà J'ai un pote qui est aussi avocat fiscaliste, tu es? Non, je suis pas installé comme avocat. Mais t'as le diplôme? Non plus. D'accord. On n'a pas besoin, si tu veux, c'est un peu technique, mais le grade le plus élevé dans la matière juridique, c'est le grade de docteur. Okay. Un avocat, généralement, il a un master et il fait l'école d'avocat. Ouais. Généralement, c'est à ça que ça ressemble. Et du coup, est-ce que toi, tu peux être considéré aujourd'hui? C'est pas parce que tu es docteur que tu peux être avocat, par contre? Si je peux demander une équivalence. D'accord. Je peux demander une équivalence, mais en revanche, si tu veux, dans la matière fiscale, il n'y a quasiment pas de contentieux. Il n'y a pas besoin d'aller plaider. Donc, le titre d'avocat, même pour les avocats fiscalistes, ne leur sert pas, entre guillemets, véritablement, si ce n'est pour certaines affaires où il y aurait du contentieux. Mais très rare, ou les plus grosses peut-être? Peut-être, ouais, pour la fraude fiscale, pour les trucs un peu... Toi, tu as préféré être en B2C, alors qu'un avocat fiscaliste, il va peut-être être en B2B, il va accompagner une grosse entreprise, peut-être, et puis moi, on va dire que j'ai une position beaucoup plus générale. Bien sûr que je suis spécialisé en matière fiscale, mais j'ai une position beaucoup plus générale sur des aspects chef d'entreprise, direction d'entreprise, organisation d'entreprise, stratégie d'entreprise. Et tu as pris un créneau où il n'y avait pas ou peu de personnes en plus. Exactement. Donc du coup, ça t'a apporté rapidement du business, j'imagine. Tout à fait. Mais du coup, on va revenir... Ils sont forts ce matin parce qu'ils arrivent à nous faire dévier à chaque fois du sujet quand même, qui est celui de faire défiler sa vie. Hein. T'as vu à chaque fois. C'est vrai, ils sont forts. Hein. Mais on va pas se faire avoir comme ça. Donc tu disais que tu avais cette première aventure entrepreneuriale, tu nous l'avais évoqué brièvement tout à l'heure. Si on continue, tu as eu donc ce diplôme en 2017, 2016. Alors j'ai eu le master, tu veux dire? Non, le doctorat, je pensais. Mais... Doctorat 2017. Okay. Octobre 2017. Je deviens docteur en octobre 2017. Après 3 ans après le master? 5 ans et demi. Ah, t'as fait 5 ans et demi? 5 ans et demi la de thèse, c'est 5 ans et demi? En droit, c'est plus long que ça n'y paraît. Et puis, j'avais le désir de faire une thèse d'un certain niveau. T'as fait sur quoi?
Je peux vous dire le sujet, mais ça va parler. Le sujet, c'était service public et droit fiscal. Donc, c'était travailler sur la fiscalité qui s'applique à l'État, aux collectivités territoriales et aux différentes personnes publiques. D'où la présence sur la loi de finances aujourd'hui ou Oui, pas? oui, alors oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai été contacté par un certain nombre de responsables politiques français qui m'ont dit, en gros, en fiscalité, on n'y comprend pas grand-chose, ce qui est une réalité. Et donc, du coup, ils avaient besoin d'un spécialiste qui les aide à faire évoluer les choses correctement sur la loi française, tout simplement. On peut donner des noms ou pas? Non, les responsables Là, c'est politiques, confidentiel. je ne préfère pas. Par contre, non, ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai accompagné un certain nombre sur des conférences pour intervenir, etc. Est-ce que c'est des gens, juste par curiosité, et tu n'es pas obligé de nous répondre, mais est-ce que c'est des gens qu'on connaît? Non, pas forcément. Non, Pas forcément. c'est des députés ou c'est pas Exactement. On n'est pas sur des ministres ou... Non, je réfléchis. Non, je crois pas. Et tu interviens à quel moment? Pendant la loi de finances. Ok. En fait, la loi de finances, c'est quoi? C'est un texte qui arrive de Bercy avec les mesures fiscales de l'année suivante. Et pendant 2 mois, les députés et les sénateurs, ils doivent travailler pour améliorer ce texte. Ok. Et donc, du coup, moi, je les aide à rédiger et à préparer leurs interventions pour améliorer cette loi de finances. Aussi simple que ça. Donc, l'idée, c'est de contribuer à ma manière à l'intérêt général et à l'amélioration de la fiscalité. Après, évidemment, c'est eux qui décident, mais les orientations qu'ils souhaitent prendre, je les aide à les prendre correctement. Est-ce que préparer une campagne présidentielle, par exemple, est-ce que tu peux intervenir en amont? Complètement, en fait, l'année dernière, c'est ce qu'on a fait d'une certaine manière. L'année dernière, j'ai publié, après 3 ans de travail, avec un certain nombre de fiscalistes, on a publié un rapport qui s'appelle La fiscalité de demain, avec 50 mesures fiscales à l'intérieur, qui a été envoyé à tous les candidats à la présidentielle. Et il y en a un certain nombre qui ont bâti leur programme là-dessus. Ah ouais? Ok, bravo. donc tu as un rôle politique. Rôle politique, non, parce que je Non, fais mais pas rôle de la politique politique. dans le sens noble du terme politique, Volonté. c'est-à-dire d'aider la cité, Exactement. qui est pas la politique politicienne. Exactement. Influencer l'intérêt général, Ok. c'est vraiment un objectif qu'on a. Il y a certaines mesures qui sont aujourd'hui reprises par le président Macron, etc. Bien sûr. Bon, bah, du coup, je vais en profiter. Vous n'allez pas nous supprimer le LMNP ou le LMP dans les prochaines années? Ah, très bonne question. Alors ça, c'est absolument pas prévu par aucun projet de texte, aucune proposition de loi ne l'évoque. Par contre, il y a une petite évolution qui arrive. Je l'annonce, ça a été annoncé il y a très peu de jours. Ok. Donc, je ne sais pas quand sortira le podcast, mais ça vaut le coup que ça soit dans pas longtemps. Ok. Non, je plaisante. Ils ont annoncé, alors vous savez, en location meublée non professionnelle, Oui. on a un régime micro, un régime réel. Oui. Dans le régime micro, on a un abattement de 50% Ouais. ou un abattement de 71% Oui. lorsqu'on est en Classé. lorsqu'on est en classé, exactement. Et ben cet abattement de 71% ne serait plus possible à partir de très bientôt pour ceux qui font de la location courte durée dans les zones tendues. Ouais. Benjamin m'en a parlé. Ouais. Ce qui serait cohérent par rapport Ce qui serait pas incohérent. Ce qui serait cohérent par rapport à ce que sont en train de faire les villes. La bonne nouvelle, c'est qu'ils se concentrent pour l'instant sur le régime micro, qui, au final, pour un bon investisseur, généralement ne concerne on est plutôt tous au réel. Donc en fait, c'est une. Mais du coup, alors d'où ma question, à quoi servent ces dispositions si on sait que ça sert à rien? Alors ça sert pas à rien complètement parce qu'on peut très bien imaginer, alors là pour le coup on rentre dans le technique, on peut très bien imaginer être au régime réel pendant un certain nombre d'années, basculer en régime micro avec un abattement de 71% dans quelques années, une fois que le jour où les c'est vrai. plus aussi intéressant. S'il n'y a pas beaucoup de travaux. C'est vrai. Exactement. C'est vrai, pour des investisseurs qui sont là depuis pas mal d'années, ça peut en effet jouer. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent, des changements qui sont en discussion, qui vont impacter pour ceux qui font de l'immobilier ici? On entend beaucoup de rumeurs par moment, notamment sur la propriété des terrains. Il y a eu quelques rumeurs qu'on a entendues. Est-ce qu'on peut démêler un peu le vrai du faux? Alors aujourd'hui, déjà si vous avez des exemples précis, on peut en parler sans problème. Aujourd'hui, il n'y a rien dans les tuyaux. Okay. C'est-à-dire que c'est important quand même de le signaler. C'est très important. Entre le moment où c'est dans les tuyaux et le moment où ça passe, il y a un certain délai. Qui peut être c'est entre 1 et 5 ans? Non, un peu moins quand même, ça peut être moins. Mais dites-vous bien, moi je dis toujours, je le dis en plaisantant, mais c'est pas une blague du tout. Imaginez le responsable politique qui déciderait de supprimer un des seuls avantages fiscaux qui existent en France, par exemple le LMNP. Ouais, bien sûr. Ça veut dire que politiquement, il a intérêt à rien jouer derrière. Faut être très, très courageux. Le gars fait ça et il se retire. Ouais. Oui. Ce qui n'a pas vraiment de sens. D'une part, et d'autre part, dis-moi si je me trompe, mais moi la réflexion que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, le LMNP pousse beaucoup d'investisseurs à se lancer. Si demain on le supprime, on a déjà un besoin de logement qui est énorme. Si on supprime ça, on a beaucoup d'investisseurs qui vont se retirer. Et donc, ça va être. Je vois pas l'intérêt de l'État de le faire. Exactement. Je vois plus, pour le coup, plutôt un encadrement des loyers qui va se généraliser. Ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, va finir par arriver. Je vois plus un encadrement plus serré de la location courte durée. Voilà, ces choses-là, ça me semble. Je pense qu'on va dans ce sens-là.
De là à arriver à la suppression d'un régime fiscal, etc., il y a un peu de marge. L'exonération de plus-value sur la RP, tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être remis en cause ou... Alors ça, pour être précis, encore une fois, c'est pas dans les tuyaux, qu'on soit bien d'accord. Par contre, il y a eu un rapport de l'OCDE qui a été publié. L'OCDE, c'est un organisme international. Ils font des recommandations. Il n'y a aucune obligation de les suivre, mais généralement, on les suit quand même. Et dans ce rapport, ils proposent aux États d'aller dans ce sens-là, de permettre une exonération, mais sans dépasser un certain montant. C'est ce qui ressort. Un montant ou un pourcentage? Les États sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais c'est une recommandation. Donc, on pourrait, pourquoi pas, avoir dans quelques années, dans quelques mois, une mesure qui dirait sur la résidence principale, vous avez une exonération de jusqu'à 100 000 de plus-value, par exemple, mais pas au-delà, par exemple. J'en ai entendu parler d'un quelque chose. Non, mais c'est pour ça, parce qu'il y a... Toi, la question que tu voulais poser, avant qu'on revienne quand même sur ton histoire, mais la question que tu voulais poser, c'était par rapport au terrain, ce qui se fait en Angleterre, par exemple. Ouais, tu sais, il y a des rumeurs qui ont... Alors, on en a beaucoup parlé l'année dernière et il y a 2 ans. Oui. Aujourd'hui, c'est pas dans les textes en projet. Donc, j'ai pas de remarques particulières à faire là-dessus. Moi, je dis toujours, tant qu'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est pas la peine d'aller se faire des nœuds au cerveau. Il n'y a pas d'avantage meilleur que le LMNP qui va venir? Pas de petite surprise dans ce sens-là? Dans ce sens-là, ça va être compliqué. Non, le truc qui avait été proposé il n'y a pas longtemps, vous savez, l'exonération de plus-value quand on n'est pas en résidence principale, c'est au bout de 30 ans. Il avait été proposé par certains députés de passer à 15 ans. C'est ce qui existait d'ailleurs avant. Pour l'instant, ce n'est pas retenu. Pourquoi pas imaginer une évolution en ce sens? C'est dur ton métier. Je trouve qu'il est difficile dans le sens où il est hyper challengeant parce qu'il faut que tu te tiennes à jour tout le temps. Tous les jours, il faut être proche de la réalité. Alors, important, pour ceux qui nous suivent, comment on se tient au courant pour suivre les jurisprudences, l'actualité? Est-ce que tu as un petit tip, je sais pas, un site Alors, j'ai pas de tips précis. Par contre, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, moi, à titre personnel, j'ai évidemment une équipe qui travaille. Et j'ai la chance aussi d'être prof à l'université. Les étudiants sont obligés. Donc, du coup, moi aussi, ça m'oblige à rester... Ils viennent te chercher un peu, ils viennent te challenger. Exactement, ça fait partie du jeu. Ensuite, pour ceux qui nous regardent, je dirais qu'il y a plusieurs choses qui existent. La première, c'est déjà début octobre, il y a le projet de loi de finances qui sort. Allez le lire. Il y aura les principales mesures de l'année suivante. Ça permet déjà d'avoir des orientations. Et ensuite, il y a quelques revues qui existent. Nous, on a fondé, avec un de mes associés, on a fondé une revue qui s'appelle Jury Fiscal. C'est une revue d'actualité juridique et fiscale. Elle sort tous les mois. Ça permet d'avoir les grands axes de l'actualité juridique et fiscale. Juryfiscal.fr, si on veut aller sur le site, j'imagine. On mettra le lien de toute façon. Je sais pas. Moi, comme je dis toujours, je le dis en plaisantant et ça va vous faire sourire. Moi, je dis toujours, moi, je ne fais que de la fiscalité. Le reste, c'est pas la peine de me poser de questions. Ok, on mettra le lien parce que ça, c'est vrai que c'est hyper pratique d'avoir une revue. En plus, tu as un prisme quand même fortement en immobilier. Donc, c'est hyper... Là, c'est vraiment immobilier fiscal. Voilà. Okay. Donc, on mettra le lien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères plus... et après, on va y revenir. Putain, ils sont trop forts ce matin. Ouais. Ils nous arrivent à nous challenger. D'habitude, on se fait pas piéger. T'es plutôt... Mais on a tellement de questions à te poser. T'es plutôt fiscaliste ou t'es plutôt entrepreneur? Ou plutôt investisseur? Excellente comme question. Aujourd'hui, je me considère vraiment comme un entrepreneur. C'est exactement la réflexion. J'ai envie de dire que mon domaine de génie, c'est la fiscalité. Mais mon quotidien ressemble plus au quotidien d'un entrepreneur. Et pour pousser la question, est-ce que tu es sûr dans 20 ans d'être encore entrepreneur ou encore fiscaliste? Encore entrepreneur, sans aucun doute. Ok, donc effectivement, ce matin, je pensais qu'on allait recevoir un fiscaliste. Et au bout de 5 minutes, j'ai compris qu'on recevait un entrepreneur. Bah, moi, pour le coup, je te vois beaucoup plus comme un entrepreneur. Enfin, je suis pas étonné du tout de ta réponse. Mais ton personnage branding est hyper bien géré parce que j'étais persuadé de recevoir un fiscaliste. Ouais, mais du coup, c'est parce que peut-être que moi, j'ai pas cette vision-là parce que Simon, je l'avais vu. On avait pas mal discuté. Et pour moi, c'était clair, j'avais affaire à un entrepreneur qu'utiliser sa formation pour pouvoir avancer dans ce prisme-là parce que c'est une belle opportunité, parce que tu t'attaques à un marché où il y a peu ou pas de personnes aujourd'hui. Exactement. Donc, du coup, tu es comme un... J'adore cette expression, comme un ours au pays du miel. T'es tout seul et t'attires tout le monde parce qu'en plus t'as une bonne réputation. T'es un mec qui semble hyper sympa, hyper accessible. Je dis qu'il semble parce que je le connais pas assez. C'est pas parce que je l'aime pas. Je tiens à préciser. Non, mais franchement, et ça fait plaisir, ça fait du bien. Et il y a un peu plutôt votre génération à tous les deux là, de trentenaires. On vient de prendre une claque. T'as vu? Entre 30 et 40 ans. Tu vois, j'ai un notaire aussi avec qui je travaille là, qui est hyper sympa, hyper cool, des mecs qui se prennent pas la tête, ou quand tu l'appelles, t'es pas en PLS parce que tu dis putain, je vais dire la merde, le mec il va m'envoyer dans mes 22 quoi. Exactement.
Exactement. Pour reprendre une expression, puisque tu vas avoir un match de rugby après. Exactement. Je cite en même temps. Ok. Du coup, tu termines cette thèse en 2017. Ouais. Brillamment, j'imagine. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Tu as toujours été très très bon à l'école ou pas? À l'école, non. À l'université, oui. Major? Oui, plusieurs fois. Ok. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que... Alors, pour une raison très simple, j'ai toujours eu ce goût pour l'excellence. Ouais. Je considère que c'est la clé. Toujours vouloir faire plus. Quand j'ai transposé ce que j'appliquais dans le sport, dans les études. C'est-à-dire que je me suis dit à un moment donné, ok, tu fais le choix entre faire du sport ou faire des études. Donc fais-le bien. Donc voilà, on transpose. On était le meilleur dans le sport, on devient le meilleur dans le pro. Ouais. Enfin, dans ce qui allait devenir le pro. Et donc à l'université, oui, j'ai bien carburé. Bah, si tu as été major plusieurs fois, surtout à la Sorbonne, j'imagine que tu as dû À la Sorbonne, j'ai fait que les masters. J'ai fait que le master. Au début, j'étais à fac à Nice. Ok. 3 ans à Nice et 2 ans à la 4 Sorbonne. ans à Nice et ensuite 2 ans à Paris, puisqu'à Paris, j'ai fait un master en droit fiscal à la Sorbonne et ensuite un master en fiscalité internationale à Assas. Ok. Ah oui, t'es allé à Assas aussi? Exactement. J'ai voulu avoir le volet international également. Ok. Aujourd'hui, me sert beaucoup. Ouais, c'est ce que j'allais dire, que tu appliques. C'est quoi, c'est 50% de ta clientèle aujourd'hui? Non, ça pas 50%, mais j'ai beaucoup d'entrepreneurs français qui décident, par exemple, d'aller s'installer à Dubaï. Par exemple, c'est au hasard. Un peu classique. Ouais, c'est le truc du moment. En ce moment, c'est assez classique. Ouais. Voilà. Et là-dessus, il y a vraiment personne qui comprend rien et surtout qui se laisse avoir par des idées reçues sur des lectures internet, sur ces choses-là. Est-ce qu'il y a zéro fiscalité du coup à Dubaï? Il y a zéro fiscalité, mais pas sans condition. Il n'y a pas une histoire de chiffre d'affaires aussi Ah non, on part pas. En fait, c'est juste que on part pas prendre zéro de fiscalité sans rien donner en retour à la France. Ça n'existe pas. Donc il y a tout un tas de démarches à faire. Il y a tout un tas de choses à bien faire avant de pouvoir y aller. Ouais. Et une fois là-bas, ça nécessite aussi d'autres dépenses qu'on n'avait pas en France. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, c'est des vrais sujets, mais c'est un paquet global en fait. On prend la globalité quand on va à Dubaï et on prend la globalité quand on est en France. Exactement. Ok. En 2017, tu termines donc cette thèse. Tu lances directement ta première entreprise. Tu as été salarié. C'est quoi ce parcours post-études? Quand je finis ma thèse, je lance ma première entreprise, exactement. Donc, tu n'as jamais été salarié? J'ai jamais été salarié, non, je ne crois pas. J'ai été alternant. J'ai été alternant quand j'étais en master. C'est très drôle parce qu'on voit que tu t'es jamais posé la question si tu avais été salarié. Quand on t'a posé la question, tu te dis. J'ai été salarié en fait, j'ai été salarié dans les jobs étudiants, etc. Quand j'étais plus jeune, mais. T'as jamais été en CDI? Je le suis aujourd'hui avec l'université, d'une certaine manière. Ouais, mais. C'est pas pareil. Mais c'est pas le parcours classique. Non, exactement. Non, je réfléchis. Pardon de dire ça comme ça, mais ça sert alors à la fois ta personnalité, mais tes intérêts entrepreneuriaux. Exactement, complètement. Donc c'est pour ça que je l'ai pas intégré. Donc non, je crois pas. J'ai été l'équivalent entre guillemets de salarié également lorsque j'ai eu une mission au gouvernement de la Principauté de Monaco. J'ai travaillé pour le gouvernement à Monaco. On a travaillé sur l'amélioration de la législation monégasque. Et donc pendant 7-8 mois de mémoire, j'ai travaillé à Monaco avec les différents ministres pour améliorer la législation. En termes de crédibilité, pareil, tu as senti que ça t'a apporté des choses? Complètement. Sur le CV, c'est toujours bien. Hein. Sur le CV, c'est toujours bien d'avoir travaillé pour des responsables étatiques. Quand tu dis différents ministres, en fait, aujourd'hui, Monaco, c'est une principauté. C'est-à-dire que c'était des ministres français avec qui tu travaillais sur... Absolument pas. Je crois que j'étais le seul non monégasque de l'équipe. Et d'ailleurs, c'est assez amusant. Ça a été une super expérience. Mais c'est assez amusant parce qu'on ressent qu'on n'est pas monégasque. Ah oui? Ah oui, complètement. C'est quoi la différence alors? La différence, elle est très simple, c'est qu'il y a certaines réunions où vous n'êtes pas, tout simplement. Ah ouais? Ah oui, vous n'êtes pas monégasque, donc vous n'y êtes pas. Non, sinon, parmi les choses qui m'ont marqué à Monaco, je raconte souvent cette anecdote en cours, mais je la raconte nulle part ailleurs. Une fois, on travaille sur un texte et le ministre avec lequel je travaillais dit « Ok, c'est bon, on valide le texte », toute l'équipe valide le texte, et puis il dit « Bon, il me reste simplement à obtenir l'accord de l'archevêque ». Alors là, moi, je ne comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce que l'archevêque vient faire Et en réalité, c'est juste parce qu'on est sur, entre guillemets, une monarchie de droit divin, pour faire simple, et où la religion catholique est religion d'État. Ouais. Donc, il faut l'accord de l'archevêque. De l'archevêque, notamment sur certaines mesures. Ouais. Ok. C'est particulier lorsque nous, on a... Donc, c'est pas laïque. Ça dépend si on parle des faits ou du droit, mais dans le droit, non. Ok.
Un droit non, à Monaco, là on part très loin pour le coup, mais à Monaco, on n'a pas le droit de se faire, on n'a pas le droit d'avorter quand on est une femme, sauf cas très particulier. Ah ouais. Ouais, c'est particulier pour le coup. Donc du coup, ils vont souvent en France pour procéder à ce type de... Parce que Monaco, alors je vais peut-être dire une ânerie, mais j'ai un chiffre comme 40 000 qui me vient en tête. C'est à peu près la population de Monaco. Non, alors Monaco, ça fait 2 km². Ouais. Il y a 9000 monégasques à peu près. Ah oui, c'est tout petit. C'est tout petit. Et il y a de mémoire 27 ou 30 000 résidents. Ah, il y a 9000 monégasques. Ouais, et ils ont quand même des ministres, ils ont... Exactement. Et pour, si ça vous intéresse, pour la composition, tous les ministres sont monégasques, sauf le Premier ministre qui est français. Le président français? Qui est français. Qui est nommé... C'est pas comme Andorre, du coup. Non, il n'est pas nommé par le président français. C'est une discussion entre le président français et le prince pour choisir le Premier ministre. Parce que juridiquement, c'est quoi la relation entre Monaco et la France? Monaco se considère vraiment comme un État à part entière, qu'on soit bien. Oui, c'est pour ça que je pose. Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Mais quel est le droit monégasque est beaucoup calqué sur le droit français. Ok. Et il y a beaucoup de juristes, par exemple français, qui vont travailler à Monaco dans les services juridiques. Parce qu'il y a vraiment des liens très étroits entre les deux États. Monaco, aujourd'hui, s'il devait se rapprocher d'un pays, parmi les trois, les 2 ou 3, ils sont frontaliers avec la Suisse? Non, que Italie et France? Je crois. Non, Italie. Italie, France. Ouais. Ils sont plus proches des Français, j'imagine que... Non. Je ne maîtrise pas assez la relation qu'ils ont avec l'Italie. Il y a beaucoup d'Italiens à Monaco. Okay, et d'ailleurs, pour l'anecdote, là on rentre dans les anecdotes. Ah, mais on adore ça. L'anecdote fiscale. Sachez qu'un Français qui vit à Monaco, qui travaille à Monaco, reste soumis à l'impôt sur le revenu français. Dans la convention, il est marqué que si on est de nationalité française, c'est un des seuls cas où la nationalité est prise en compte. Si on est de nationalité française, même si on vit à Monaco, même si on travaille à Monaco, on reste soumis à l'impôt sur le revenu français. À l'inverse, un Italien qui vient vivre à Monaco, un Portugais qui vient vivre à Monaco, n'importe quelle nationalité dans le monde vient travailler à Monaco, ses revenus ne sont pas fiscalisés. Parce qu'il n'y a aucune fiscalité à Monaco? Aucune fiscalité, sauf cas particulier, là encore. Les monégasques ne payent pas d'impôts. Ok. Mais pour être monégasque, je vous souhaite bonne chance. et comment est financé le fonctionnement de l'État? Alors, je ne maîtrise pas assez pour le coup. Il y a évidemment, je suppose, la fortune du prince. Ok. Il y a des très grosses entreprises qui, économiquement, font tourner la principauté. Je ne maîtrise pas assez. Le Grand Prix, par exemple, qui est une activité qui génère un business. J'imagine. C'est un endroit qui est toujours aussi prisé que ça l'a été ou un peu moins avec l'émergence de... Moi, je trouve que c'est vraiment un endroit exceptionnel. Pour le coup, si vous n'avez pas eu l'occasion récemment d'y aller, je trouve que c'est vraiment un endroit exceptionnel qui a, outre les attraits économiques que ça peut avoir... On sent un truc différent quand même là-bas. Exactement. Moi, je trouve qu'on s'y sent bien. Voilà, c'est mon avis. On s'y sent bien. Après, c'est pas tout positif. Moi qui ai travaillé au gouvernement... c'est aussi une grande famille, parce que tout le monde se connaît avec tous les aléas. Les plus et les moins. Exactement. Imaginez-vous dans un petit village. Et c'est ce que j'ai. Alors, 9000, c'est 3 fois mon petit village où je suis né. Non, mais c'est minuscule. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait aussi peu de personnes. Et surtout, il doit avoir un. Alors, je pars peut-être loin dans ma tête, mais du coup, je fais le parallèle avec l'Islande, où ils sont déjà 300 000, 330 000. Et ils ont des problèmes sur les. Je vois où tu veux dire. Vous avez le terme ou pas? J'arrive plus à le sortir. Sur quand ils font des enfants, voilà. Ils ont tendance à être un peu cousins. Exactement. Je sais plus le terme. Comme à Lille. En fait, ils font des tests. Là, vous m'emmenez sur consanguinité. Voilà, consanguinité. C'est ça le terme que je voulais sortir. Ils font des tests. Non, mais t'en sais probablement rien. Mais je me dis, s'ils sont 9000. Non, mais à Monaco, il y a moins de problèmes. Je veux dire, à Monégasque, ils voyagent, ils voient du monde. C'est sûr. Et à Monaco, mais là où je comprends ta question, c'est que c'est pas le droit du sol, c'est le droit du sang. Ça veut dire que même si tu nais à Monaco, tu n'es pas monégasque. Ok. Hyper intéressant. Tu deviens juste monégasque si tes 2 parents sont monégasques ou si l'un des deux? Il y a des cas particuliers là encore. En se mariant avec un ou une monégasque, au bout de 10 ou 15 ans, tu peux l'être. D'accord. Mais c'est pas toujours sûr. Et la dernière exception, c'est si le prince décide de te donner la nationalité. Et ça arrive quasiment jamais. C'est ouf. Et du coup, tu as travaillé aussi avec le prince? Non, pas en direct. Non. Pas en direct. Tu l'as jamais vu? Si, je l'ai vu plusieurs fois. On le voit régulièrement. Dès qu'on est à Monaco, comme c'est petit et comme il y a pas mal d'événements, etc., on a l'occasion de le croiser régulièrement. Mais non, j'ai pas travaillé en direct avec lui. Tu étais au Grand Prix le week-end dernier? Non, je suis pas très Formule 1. T'es pas très Formule 1? Ok. T'es plus tennis, plus Roland Garros. Exactement. Tu vas là? J'y étais déjà là depuis quelques jours. Ah, t'y étais? J'y étais depuis quelques jours et j'y retourne normalement demain.
Ah ouais, ok. Donc toujours à fond dans le tennis alors. J'ai la chance d'avoir des personnes que j'accompagne qui sont des joueurs de tennis. Et d'où l'intérêt aussi de venir au congrès de Benjamin s'il y a une passion pour le basket. Exactement. Parce pour celles et ceux qui ne savent pas, il y avait Tony Parker. Exactement. Donc du coup, j'imagine quand tu étais un peu plus jeune, quelqu'un que tu devais regarder de temps en temps sur quelques matchs. Oui. Après, je suis pas dans le culte de la. Ouais. C'est pas mon. T'es pas fan, mais tu sais qu'il se débrouillait pas mal. Oui. Du coup, donc en 2017, tu lances ta première entreprise. Ouais. Laquelle? Ça, ouais. La principale, c'est qui Daragon fonctionne toujours Conseil. aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Ok. Bien sûr. Daragon Conseil. Ouais, ça devait être début 2018, si je me trompe pas. Aujourd'hui, vous êtes combien? Aujourd'hui, alors pareil, je vais pas parler des structurations juridiques parce que c'est un peu technique, mais disons qu'on a Tout compris, tout ton écosystème. Ouais, alors tu peux dire qu'on est 10 personnes. Ok, vous êtes 10 personnes. Uniquement salariés, je suppose? Non, alors ça pour le coup, c'est pour ça que je te disais, prestataire la structuration juridique est un peu technique. On utilise aussi nos connaissances pour optimiser ces choses-là, évidemment. Ça fait partie du jeu, mais non, on a des personnes qui ont leur propre structure. On a un écosystème qui fonctionne bien de cette manière. Ok. Et donc, du coup, vous êtes une dizaine. Entre 2018 et aujourd'hui, une évolution forte. Ouais, complètement. C'était quoi le chiffre d'affaires en 2018? C'est quoi le chiffre d'affaires en 2022? Moi, je ne donnerai pas les chiffres d'affaires, Ok. comme tu t'en doutes, parce que c'est un peu compliqué à évoquer sur nos professions. Ok. En revanche, Un chiffre que tu veux bien nous donner, s'il peut y en avoir un. Mon âge. Non, sur les chiffres que je réalise, c'est compliqué dans nos professions. Ok. On est assez fermé d'esprit là-dessus. Ok. Donc non, là-dessus, c'est compliqué. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'entre 2018 et aujourd'hui, tu deviens au fur et à mesure quand même un personnage en termes de fiscalité qui devient une référence en France, en tout cas dans le domaine de l'immobilier? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça switch? J'ai eu la chance d'avoir des clients, des personnes que j'ai accompagnées qui ont des fortes communautés sur les réseaux sociaux. Ok. Ça m'a donné de la visibilité très forte, très vite. Je prends l'exemple, je me souviens, je raconte cette anecdote parce qu'elle me fait toujours sourire. Un des premiers avec qui j'ai travaillé, c'est Christopher Wangen. Ok. Et je me souviens de ce jour où on était en rendez-vous, on était très très pro au début. C'était un client, quoi. Et un jour, on fait une pause dans un rendez-vous et il me dit mais crée-toi un compte Instagram, comme ça je t'identifie. Je lui dis, mais Chris, moi je suis un gars sérieux, je suis pas comme toi. et ça le fait rigoler. Je dis, mais moi je peux pas me mettre torse nu sur une plage, etc. C'est pas possible. Et il me dit, mais si, crée-toi quand même un compte et tu le feras à ta manière. Tu le feras à ta sauce. C'est un très bon conseil qu'il te donne dès le départ d'ailleurs. Exactement. Et d'ailleurs, je suis très, très reconnaissant de cette ouverture dans laquelle je me suis engouffré finalement grâce à lui, parce que je n'y aurais pas pensé, parce que je suis dans un milieu où les professionnels n'y vont pas finalement. Et du coup, je crée mon compte et au final, aujourd'hui, je suis assez content parce qu'il est à mon image. En tout cas, j'essaie de faire en sorte qu'il soit à mon image. Et je prends même du plaisir à développer ça parce que je trouve ça sympa. T'as Christopher Wangen qui t'a permis de commencer, je dirais. Ouais. T'as d'autres clients après qui t'ont permis d'évoluer Alors, j'ai plein de clients qui sont très connus sur les réseaux. Okay. Il y en a certains qui préfèrent garder la confidentialité parce qu'ils se disent que d'avoir un fiscaliste, ils ont peur que ça leur attire des contrôles. Quand tu dis très connu, c'est-à-dire par exemple par rapport à Christopher Wangen, c'est plus connu que lui, c'est moins connu. Il y en a des plus connus, bien sûr. Pour vous faire un peu les différents profils, ça évitera de donner trop de noms. On a des chefs d'entreprise de tous les domaines. Ok. Vraiment de tous les domaines. J'ai vu passer tous les types de business qui peut exister. Je vous raconterai 2-3 anecdotes si vous voulez, mais voilà, j'ai tout vu passer. Vas-y, on peut toutes les entreprises. Attends, je te fais les. Si tu préfères. Et après j'y reviens. Donc tous les chefs d'entreprise, sportifs de haut niveau. J'adore travailler avec les sportifs. Tous les sports. Tous les sports. Là, je réfléchis. On fait tennis, beaucoup rugby, foot, athlétisme, ski, et je donne hand, basket. Ok. Là, tu fais tous les sports. Donc tous les sports, et c'est vraiment. Foot, non? J'ai pas entendu foot. Foot. Foot, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que pour 2 raisons. La première, c'est que les joueurs de foot ont beaucoup moins de compréhension et d'ouverture d'esprit sur ces matières-là. Ils n'ont pas conscience qu'en fait, un sportif de haut niveau, c'est un entrepreneur. Ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils sont jeunes. C'est un entrepreneur éphémère pour certains. Exactement. Il faut sécuriser tout de suite, mais ils ne s'en rendent pas forcément compte. Et la deuxième raison pour laquelle c'est plus compliqué dans le football, c'est que vous avez les agents qui ne sont pas forcément du bon côté pour le sportif, qui verrouillent tout et qui n'ont pas trop intérêt à ce qu'une personne compétente arrive dans l'écosystème. Beaucoup de conseillers. Beaucoup de gens qui prennent des commissions sur tout ce qui se passe en vérité. Le problème du foot, c'est qu'il y a peut-être trop d'argent trop vite.
Et donc des personnes qui s'en accaparent. Et puis après, quand tu travailles et que tu as un modèle, c'est difficile d'en changer. Complètement. Alors que parallèlement, je vois l'exemple du rugby. Incroyable l'état d'esprit des gars dans le rugby. Moi, il y en a, c'est devenu des amis, des super amis. Je vais les voir après, là, d'ailleurs. Vraiment des gens qui comptent, pour moi, humainement, bien plus que sur la partie fiscale. Et c'est des vrais chefs d'entreprise, des vrais entrepreneurs. Beaucoup plus de recul sur la vie, etc. Mentalité un peu plus terrienne, peut-être. Complètement. Et puis, Okay. valeurs de l'Ovalie. Exactement. Sans être dans le cliché. Mais... Exactement, complètement. Et donc, 4e catégorie, ce que je vous disais, donc toute cette nouvelle génération de chefs d'entreprise. Alors, entreprise, sport. Particulier, ok. Classique, sport, et toute la nouvelle génération, influenceurs, youtubeurs, télé-réalité, toutes ces choses-là. Okay. Et c'est pour ces gens-là que je ne donne pas forcément de nom, parce que c'est pas utile, mais c'est des gens qui ont évidemment besoin d'être accompagnés. Ok. Et du coup... les exemples d'entreprise, c'est ça ? Alors, si. On va revenir aux exemples d'entreprise. Mais j'ai une question indiscrète, sans donner de nom, sans rien donner du tout. Est-ce que, du coup, tous les influenceurs qu'on voit, parce que du coup, tu as les chiffres, est-ce que les chiffres qui sont donnés, souvent, tu te dis, il abuse un peu, il fait pas vraiment ces chiffres-là ? Ou est-ce que les gens, ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, c'est quoi ta vision là-dessus ? Puisque du coup, tu es des deux côtés. De manière générale. Ah oui, de toute façon, je pourrais jamais donner de nom et d'exemple. Non, puis on va pas le demander, c'est pas le but. De manière générale, oui, il y en a qui mentent, très clairement. D'accord. Sur leurs chiffres. Moralement, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Mais oui, très clairement. C'est leur choix. Je pense que tout se sait un jour, donc celui qui prend les risques, il les prend en son âme et conscience. Moi, à titre personnel, la plupart de ceux avec qui j'ai travaillé, c'est vraiment plutôt des gens, je dis sérieux, et puis ça va vous faire sourire parce que ce qu'ils font, beaucoup de gens considèrent que c'est pas sérieux, mais sérieux dans le sens où c'est des gens quand même qui prennent le temps de se poser, de se structurer, de faire appel à un professionnel. Bon, voilà, c'est déjà bien. Moi, ici, on ne porte pas de jugement sur quiconque réussit dans son domaine. Parce que celui qui réussit dans son domaine, c'est celui qui est soit le meilleur ou celui qui a le mieux compris les codes du domaine en question. Exactement. Et réussir en télé-réalité, alors pour certains, c'est peut-être moins noble que dans d'autres domaines, mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont su craquer un peu plus le code que d'autres. Donc nous, là-dessus, on est hyper à l'aise. Je suis admiratif d'une personne qui a une réussite, 90% des réussites en tout cas. En fait, la difficulté, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Moi, je suis entièrement d'accord. On est tous on valide tous les réussites. La difficulté, c'est plus la réception qui est faite par les jeunes générations de ces réussites-là. Comment on le traduit, bien sûr. Exactement. Moi, je trouve que c'est plutôt ça la difficulté. Aujourd'hui, on est face à des jeunes qui pensent que gagner de l'argent facilement sans rien faire, ça existe. Oui, c'est 3 stories par jour. Et vous savez, comme moi, que ça n'existe pas. C'est du boulot, ouais. C'est du boulot et c'est idiot, mais par exemple, percer sur les réseaux sociaux, quand tu le fais pas, tu te dis que c'est facile. Quand tu le fais, tu te dis c'est le truc le plus dur. Et encore plus aujourd'hui. Et encore une fois, c'est du temps à consacrer. C'est énorme. Je veux dire, ce podcast, vous prenez du temps pour le faire. Ah ben complètement. Je prends du temps pour le faire parce qu'on sait que derrière, c'est une manière aussi de communiquer, de donner de la valeur à ceux qui nous regardent, etc. De se rencontrer, de créer du réseau. Ça apporte plein de choses. Là, tout ce que tu dis, il y a des personnes pour qui ça va peut-être résonner. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui vont l'écouter dans 5 ans et qui vont se dire « Ah mais attends, il est super » et du coup peut-être des clients potentiels, etc. Mais c'est un travail de très longue haleine, très long à mettre en place et difficile. Hein. Franchement, les réseaux sociaux, moi j'aurais pas cru que c'était aussi difficile. Hein. Donc percer dans les réseaux sociaux, franchement, il y a quand même une forme de génie à un moment donné parce que même s'ils ont su exploiter une faille ou une opportunité peut-être plus tôt, c'est quand même une force. Complètement. Moi, j'ai une question. Tout à l'heure, quand tu disais, il y a des clients qui veulent rester discrets sur le fait que je les accompagne parce que avoir un fiscaliste, on sous-entend une optimisation fiscale. Est-ce que, moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt gage de qualité d'avoir un Simon d'Aragon dans son écosystème. Est-ce que même vis-à-vis de l'État ou vis-à-vis quand on appelle entre guillemets les impôts, quand on règle des dossiers ou des litiges, est-ce que c'est vu comme un atout ou du coup il y a une crainte ? Alors c'est complètement vu comme un atout. Ok. Parce que c'est bien d'être accompagné. Mais il y en a qui préfèrent rester discrets parce que ça veut dire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est les sujets d'argent en vérité. Et il y en a qui, devant leur communauté, ils n'ont pas envie de dire j'ai vu un fiscaliste pour parler d'argent. Ce que je comprends. Donc moi, je respecte la confidentialité. Il y en a plein qui m'identifient sur les réseaux. Vous les voyez et tout le monde peut les voir. Ceux qui ne m'identifient pas, c'est
C'est qu'indirectement, ils ont fait ce choix-là. Voilà. Peut-être consciemment, peut-être inconsciemment. Les chefs d'entreprise. Ah, les exemples d'entreprise. Alors moi j'ai plein d'histoires avec des chefs d'entreprise. Les 2 ou 3 meilleurs. Allez, je vous en donne. Et c'est quoi les exclus même? J'irai plus loin. Celles que tu racontes, t'as pas raconté beaucoup et qui t'ont marqué. Allez. Alors il y en a une qui m'a beaucoup marqué. C'est une belle rencontre. Il y a quelques années, au tout début quand je démarre, j'ai un gars qui m'appelle. Je sais pas s'il verra le podcast, je pense pas, mais bon, s'il le voit, je lui fais un clin d'œil et il se reconnaîtra. J'ai le téléphone qui sonne, je décroche et un gars qui me parle. Je veux pas faire de cliché, mais un gars des quartiers nord de Paris qui s'adresse à moi, pas de la manière classique, on va dire. Ça casse un peu les codes. Ça casse les codes. Genre, voilà. salut Simon, ou même. Frérot. Et dans ton œil, c'est ce que je sais. J'ai entendu le frérot. Et en gros, j'ai besoin de toi, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas de quoi te payer, mais j'ai besoin de toi. Comment on fait? Et j'ai trouvé ça assez cool, et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de gros clients. Ce gars-là, il se trouve qu'à ce moment-là, on était tous les deux à Paris, pas trop éloignés géographiquement. Et, bref, je dis, allez, tu sais quoi, ça fait partie de la vie, ces rencontres. Oui. On y va. Moi, j'ai jamais de personnes avec ce profil-là, ouais. Enfin, pas souvent en tout cas. Je dis, allez, on y va. En plus, moi, c'était plus le début de mon activité qu'aujourd'hui. Je dis, allez, on y va, on se rencontre. Et ce jour-là, ce gars-là m'explique ce que c'est le dropshipping. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais absolument pas. Je n'avais jamais entendu ce mot. 2018 ? Certainement, voilà, okay. À peu près. On explique très brièvement le dropshipping. C'est vendre un produit qu'on n'a pas en stock en France et il est livré directement par un fournisseur en Chine au client final. Voilà. Exactement. Et on fait des marges dessus, etc. Et donc, ce gars-là m'explique ce que c'est. Je trouve ça incroyable, ingénieux. Oui, d'un point de vue entrepreneurial, ça te... Exactement. Et ce gars-là, vraiment, il n'avait rien, quoi. Je sais même pas si au moment où on se voit, je suis même pas sûr qu'il mangeait à sa faim, quoi. Ah ouais. C'est vraiment quelqu'un qui avait pas de moyens, hein, qui est très modeste. Je le sens, j'ai pas les éléments, mais je le sens. Et 6 mois après, il m'envoie un message pour me remercier, etc., en me disant qu'il est devenu multimillionnaire et aujourd'hui il vit à l'étranger et il roule avec sa Lamborghini, etc., etc., quoi. Et il a vraiment gagné beaucoup d'argent. Et il a gagné énormément en très peu de temps. Très peu de temps, et c'est une belle histoire. Voilà, c'est une belle histoire. Donc, il y a eu le dropshipping. L'autre exemple que je peux vous prendre dans le top, c'est un truc hallucinant. J'ai vu des chiffres hallucinants sur la voyance en ligne. Ah ouais? Oui. Ça paye pas de mine et c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est certainement parmi les chiffres les plus élevés que j'ai pu voir. Parce qu'en vérité, alors ça peut pas s'implanter en France parce qu'il y a des réglementations qui l'empêchent. Donc, il y a des implantations dans d'autres pays, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois aller vivre, par exemple, en Espagne si tu veux faire de la voyance en ligne en France? En Espagne, je me souviens plus si ça fonctionne. Mais dans un autre pays, pour implanter les entreprises, tu peux prendre des équipes en Afrique. Il y en a qui prennent des équipes en Afrique, etc. En fait, c'est un truc qui tourne. Et le truc qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, quand tu fais appel à un voyant en ligne, tu ne demandes pas de facture, quoi. C'est normal, quelque part, tu ne demandes pas de facture. Tu veux pas trop de traces. Donc, du coup, si tu es dans des pays où il n'y a pas de fiscalité, etc., au final, tu te retrouves... Ton chiffre d'affaires, c'est... Voilà. Tu as compris qu'il n'y a pas trop de freins en termes de montant, en termes de... Voilà, c'est un truc qui m'a beaucoup fait sourire à l'époque quand j'avais été confronté. C'est fou ça, là, parce qu'en plus, les sites sont moches, éclatés, et c'est des machines à cash. Exactement. Moi je ne pensais pas. Voilà. Tu as vu plusieurs millions d'euros qui... Ouais, ah ouais. Ouais. C'est ouf. C'est vrai que la voyance en ligne, ça paye pas de mine comme ça. Mais... Moi, j'y aurais jamais pensé. Enfin, en vérité. Et là, en plus, j'ai vu des reportages là-dessus où ils disaient que depuis que TikTok est arrivé, a priori, ça a encore plus explosé. Okay. Il paraît qu'il y a beaucoup de consommateurs qui sont sur cette plateforme-là. Donc, du coup, tu as lancé tout ça en 2017. Tu as eu tout un tas de personnes. À partir de quel moment tu t'es dit, c'est sympa cette entreprise, mais en fait, aujourd'hui, je suis un entrepreneur et du coup, je veux lancer plein de projets. En fait, c'est les déclics qu'on a tous dans notre vie. Moi, je suis passionné par ce que je fais, mais j'ai envie de faire plein d'autres choses. Je sais exactement où je veux aller après, dans un second temps. Tu vas nous dire après où tu veux aller. Ça, on verra. En tout cas, sur la vie d'entrepreneur. J'étais très attaché à lancer un vin, parce que je trouve que le vin, ce qui me plaît dans le vin, c'est l'objectif, c'est de rentrer dans les endroits. Moi, c'est ça qui me plaît. Je parle même pas de chiffres. Le but, c'est pas de faire du chiffre. Le but, c'est de dire que j'ai fait rentrer un produit dont on est à l'origine dans tel restaurant, dans telle maison. Ouais, c'est noble. Chez tel client, il y a un côté noble qui me plaît beaucoup. Donc ça me plaît beaucoup.
Après, j'ai vraiment l'ambition de créer une marque de vêtements, de chaussures, j'en sais rien. Ça, j'ai pas encore suffisamment bossé dessus parce que je trouve que c'est des choses qui restent. Quand on se retourne, après, on peut être fier de ça. Donc, ça me plaît bien. J'ai beaucoup aimé sortir mon livre aussi parce que sortir un livre, ça fait partie des choses qui restent aussi. Donc, voilà, j'aime bien ce côté laisser une trace avec ce que je fais. Tu veux marquer l'histoire à ta manière. À ma manière. On n'est pas là pour marquer l'histoire de manière générale, mais en tout cas, ou pourquoi pas, mais en tout cas, voilà, faire des choses et aller dans le bon sens. Et puis détacher de toi, parce qu'en fait, aujourd'hui, tous tes autres business, qui ont la formation, tes sociétés, on t'enlève, bon, exactement. C'est un peu plus compliqué. Ça vaut rien complètement. Là, si on parle d'un point de vue juridique et fiscal, pour le coup, une entreprise qui porte mon nom et où je suis la tête d'affiche, sans moi, elle vaut rien. Donc aujourd'hui, c'est aussi développer des business qui tournent sans moi finalement. Okay. Et là, tu ne porteras pas du tout les marques. C'est-à-dire tu n'incarneras pas la marque, pardon. Non, le vin, il s'appellera pas d'Aragon. Non, ça ferait un peu trop d'ego. Bah après, ça va avec l'idée de vouloir rentrer dans des grandes maisons, finalement. Ouais, non, voilà, il va sortir dans pas longtemps. Est-ce qu'on a le nom de ce vin ? Ouais, bien sûr. Pour l'instant, c'est un rosé qui s'appelle le rosé Holiday. Ok. Voilà. Il y a une page Instagram, il y a tout ce qu'il faut, mais ça arrive bientôt. On mettra aussi. Il sort, et aujourd'hui, on peut en boire ou toujours pas ? Dans quelques semaines. Là. Ok. Dans quelques semaines, précommander des bouteilles. Pour l'instant, non, il y a les premières bouteilles qui arriveront dans quelques semaines. Donc, quelques semaines, au moment où on fait le podcast, là, on est début juin. Ouais, ce sera fin juin qu'on va tout avoir. On est sur une année où c'est pas le gros lancement cette année, ce sera l'année prochaine. Là, on est sur une année de test par certaines maisons. On a la chance d'avoir. C'était aussi ça l'idée, c'était de lancer ça au moment où on a un réseau très important. Moi, j'ai un très gros réseau. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas un carnet d'adresses qui est invraisemblable ? En réalité, c'est pour ça que je lance aujourd'hui aussi. C'est qu'on sait qu'on va pouvoir rentrer à peu près où on veut avec cette bouteille. Donc, cette année, on va s'assurer que c'est l'excellence. Et l'année prochaine, on rentrera où on veut rentrer. En termes de prix, on sera sur quel type de... C'est du haut de gamme. Ouais. Pour du rosé, c'est très rare. Alors, c'est très rare pour du rosé. Ça se développe de plus en plus, mais c'est très rare. Gamme de prix, je dirais qu'on sera entre 18 et 25 euros pour faire. Ok, donc pour un rosé, pour ceux qui ne connaissent pas trop le vin, c'est déjà des très bons rosés. Ouais, voilà, exactement. C'est cher pour un rosé. Mais ça reste accessible. Si on veut en boire une, on peut se le permettre. Exactement. Et c'est vrai que, tu vois, c'est là où c'est intelligent, c'est que je me dis, en fait, de par la fiscalité, tu arrives à créer un carnet d'adresses qui est surréaliste. Exactement. Qui plus est, confidentiel, parce que c'est ton métier qui te le permet. Donc, c'est une bonne excuse à chaque fois pour pas dire les noms. Et du coup, tu peux, en quelque sorte, même si j'imagine que c'est pas uniquement ta volonté, mais le monétiser à travers des business side qui te permettent d'ouvrir des portes et d'aller extrêmement vite. Exactement, mais vraiment, j'insiste, c'est plus l'humain qui m'intéresse derrière. Tout ce carnet d'adresses, ils me connaissent, ils savent les valeurs qui sont les miennes, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi aussi, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui... Alors, je dis pas que tu le fais pour ça, et d'ailleurs, j'imagine que les gens qui t'ouvrent leurs portes le font parce que justement, ils savent que tu ne le fais pas pour ça. Exactement. Simplement, tu es un entrepreneur, tu es un mec clairvoyant, et tu sais où est-ce que tu dois aller si tu veux que ça se développe. En fait, au début, je refusais certaines mises en relation, même si je voyais qu'elles pouvaient se faire, parce que je craignais quelque part cette atteinte potentielle à la confidentialité, même si ce n'est pas une atteinte, parce qu'on obtient les accords de tout le monde, mais que ce soit perçu comme justement profiter de son carnet d'adresses. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y a des business qui ont pu se faire grâce à moi, parce que je connaissais un tel, et en fait, je les ai mis en relation et ça a matché, et c'était génial. Et donc, du coup, je me suis assez ouvert d'esprit là-dessus depuis 2 ans, en vérité. J'ai eu le déclic à un moment donné où j'ai vu un business qui pouvait se faire entre 2 personnes de mon réseau. Grâce à toi. Qui ne se connaissaient pas. J'ai dit, mais en fait, je veux même pas de com, je veux juste, les gars, que vous y arriviez. Quoi, Et le syndrome de l'imposteur, tu l'as mis de côté il y a 2 ans sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, voilà, j'étais pas forcément à l'aise. C'est vrai qu'aujourd'hui, non, c'est une chance incroyable de pouvoir, moi je dis, on le dit en plaisantant, mais aujourd'hui, on peut toucher tout le monde. Ouais, on est à 3 contacts de la Terre entière. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Mark Zuckerberg. Mais... qui explique dans The Social Network qu'en fait... Ah non, attendez, je confonds de film. Il y a moins que ça. Non, je crois que c'est à 3. Hein. Non, c'est à 3. On est tous à 2 personnes de Barack Obama. Non, c'est 3, je crois. Enfin, je suis sûr. Mais... Je calcule. On peut vérifier, mais... Non, c'est pas dans The Social Network. Je suis pas en direct, hein, mais... Il y a un intermédiaire. Un seul. Non, mais t'as... Est-ce qu'on peut l'avoir? Non. Ah ouais, t'as un contact? Oui. Oui, pour Simon, c'est assez facile. Ne serait-ce qu'un Sarkozy, ça suffit. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais Sarkozy.
C'est pas toi qui l'as dit, c'est bon, t'inquiète. Ok, on a donc défilé jusque-là. Là, tu vas lancer tout un tas de... Donc, du coup, aujourd'hui, tu développes ces business. Est-ce que tu le fais par l'intermédiaire de ta structure ? J'imagine que c'est pas toi qui vas tester le vin. Tu as des associés qui vont s'en occuper. Exactement. Mais toi, ton apport, il est en industrie, il est en nature, il est financier, Mon apport, il est à la fois sur toute la partie juridique et fiscale. Il faut D'accord. tout structurer, il faut tout assurer correctement, que tout se passe bien. Et il est évidemment sur le carnet d'adresse, comme tu le disais. Aujourd'hui, c'est vrai que je rentre dans des business parfois juste pour mon carnet d'adresse parce que je sais exactement quelle personne il faudra contacter pour faire avancer un petit peu les choses. Et donc, tu t'associes. Donc là, en fait, tu deviens finalement... aujourd'hui, tu es presque venture capital, business angel, sans mettre de l'argent dans les structures. Si c'est pas indiscret de te poser la question. C'est vrai, oui, c'est vrai. De plus en plus, en tout cas. Tu n'as jamais mis 1 euro dans une boîte que tu as... Si. Ok. Si, pour le coup, parce que je trouve que c'est important de le faire. D'accord. Pour que tout le monde soit engagé. Exactement. Il y a beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui essaient de faire ce type de choses et qui disent ouais, moi je vais t'apporter mon réseau et qui apporte tout, je vais t'apporter ou je vais m'occuper du projet. Dans l'immobilier, on le voit beaucoup. Je m'occupe du projet, puis toi t'apportes les fonds. Non, on prend tous les risques. Hein. Même quitte à ce que la partie financière soit moins importante. Complètement moins importante, bien sûr. S'il y en a un qui a une capacité plus importante, 75% d'apport, 25% pour l'autre, c'est cohérent plutôt qu'un 100% zéro. Parce que s'il y en a un des deux qui, si le projet se fait mal ou se fait pas, il perd rien, ça se passe pas bien. Exactement. Est-ce que là, tout est beau, tout est rose est-ce qu'il y a eu un échec que tu as eu ? Ouais. Lequel ? Pour le coup, j'en parle jamais. Okay. J'ai eu un gros échec. Quand je finis ma thèse, ça a été cet échec, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée, mais quand vous le rencontrez, vous le savez pas. Ouais. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Puis on t'aurait posé la question au moment où c'est arrivé, j'imagine que tu nous aurais pas tenu le même discours. Voilà, exactement. Alors, je finis ma thèse en 2017, donc je deviens docteur en droit, avec toutes les mentions qui vont bien, publication de la thèse, etc. Tout ce qu'il fallait en vérité. Et quand vous finissez votre thèse, pour devenir enseignant à l'université, vous passez devant un comité et ensuite vous êtes recruté par l'université. Et moi, à l'époque, mon ambition, c'était de devenir le poste que j'ai aujourd'hui à Lille, de l'avoir à Nice, dans le sud, parce que je suis du sud. Et tout semblait aligné pour que ça se fasse. Sauf que ça ne s'est pas fait. J'ai eu un refus à ce moment-là. Discutable ou pas, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ça a été une très bonne chose, mais ça a été un gros échec parce que vous travaillez pendant 5 ans et demi sur une thèse, vous sortez un bouquin qui fait 800 pages, vous attendez la récompense qui va derrière, vous ne l'avez pas. Ça a été un gros échec sur le moment. Émotionnel plus égo aussi. Okay. Égo, évidemment, parce que c'était une évidence pour tout le monde, même pour moi. Et au final, il n'y a pas eu la concrétisation. Mais c'est la plus belle chose qui me soit arrivée parce que derrière, je lance les entreprises et je vais beaucoup plus vite, à mon avis, que si j'étais rentré tout de suite sur ce poste-là. Mais à ce moment-là, j'imagine qu'il n'y a pas que... on n'est pas jugé que sur ce rang. Ça a l'air un peu plus compliqué, presque politique, à un moment donné. Exactement. Okay. Exactement. On n'ira pas plus loin, mais on a compris que c'était peut-être pas que le contenu qu'on rendait. Okay. Et aujourd'hui, pour toi, ça a été la meilleure opportunité parce qu'en fait, tu t'es retrouvé à ne plus rester à Nice, mais aller aussi à Lille et donc à bouger tout le temps. Et c'est surtout, je me suis retrouvé dans une situation où, en fait, il fallait que... C'est soit je rentrais bosser pour je sais pas qui dans une entreprise ou dans un cabinet, soit il fallait que je lance et que ça marche. Donc, après, tu aurais pu être juste prof. Il y a des gens qui sont juste profs aujourd'hui et qui vivent de ça. Mais j'avais pas eu mon poste à Nice. Mais tu l'avais eu à Lille. Je l'avais pas encore. Ah, ok. J'ai eu 2 ans après à Lille. Ah, ok. 2 ans entre les deux. Ah, où t'as rien eu. Il a fallu s'organiser, quoi. Ah, ok. Ah, j'avais pas compris. Je pensais que t'avais demandé Nice et qu'on t'avait donné Lille. Non. Ah ouais, on t'a filé 0 poste. Oui, parce qu'en fait, quand tu fais une thèse, vous êtes par exemple une trentaine et il y a 10 places. C'est les 10 meilleurs. Un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a un comité qui valide d'abord certaines choses, et c'est là qu'il y a des dimensions politiques sur lesquelles je ne rentre pas. Ouais. Mais oui, voilà, il y a eu un petit temps de latence où j'étais quand même enseignant dans des universités, mais pas avec un vrai statut, entre guillemets, de professeur recherche, de conférence qui dirige un master, etc. Maître de conférence, tu donnes des conférences en dehors de celles que tu organises déjà ? Ouais, je suis intervenant sur beaucoup de conférences en France et dans le monde. J'ai eu notamment une chance incroyable, c'est celle d'accompagner un député des Français de l'étranger. J'ai fait une sorte de tournée avec lui de tous les pays d'Europe, de l'Est notamment. Okay. On a fait 10 dates où j'ai fait 10 conférences en fiscalité pour les Français de l'étranger. Et ça, c'était assez exceptionnel. On est parti, c'était début 2018.
Toutes les semaines, j'allais à Budapest, Bucarest, Berlin, Prague, etc. Et on a fait toutes les capitales comme ça. C'est quoi la conférence qui t'a le plus marqué et pourquoi? En vrai, c'était le même sujet à chaque fois, donc du coup... Parmi toutes les conférences, j'entends. Depuis que tu es conférencier, donc depuis 5 ans, t'en as fait, je sais pas, une centaine? Ouais, j'en ai fait beaucoup. Je dirais que c'est il y en a deux. Okay. Il y a d'abord le séminaire que j'ai moi-même organisé il y a quelques semaines à Lille. Ouais, qui était une belle réussite. On a eu 400 personnes, des gens qui viennent que pour la fiscalité. Ouais. C'était une journée fiscalité. Qui sont venus de toute la France. Ils sont venus de toute la France. Je pense que c'est au-delà de la fiscalité, c'est aussi pour toi. Ça a été très touchant parce que j'ai fait intervenir 5 ou 6 personnes dans la journée et les retours que j'ai eu à la fin, c'est qu'en fait, ça aurait été mieux. Enfin, c'est pas que ça aurait été mieux, mais ils auraient aimé que j'intervienne plus dans la journée. Donc j'ai trouvé ça très touchant. Je t'ai vu avec ton petit micro, j'ai mis bien devant le tableau. Voilà, donc ça s'est super bien passé. D'ailleurs, on fera la 2e édition l'année prochaine sur la Côte d'Azur. Okay. Et le 2e événement que je retiens évidemment, c'est le séminaire organisé par Christopher au Zénith, 4200 personnes. C'était un moment assez exceptionnel. C'est le moment où tu as parlé devant le plus de personnes? Exactement, ouais, 4200. Il y a un gap? Toi et moi, on a fait la même conférence à Angers. Ouais. Tu avais 250-300 personnes. Il y a un monde entre les deux ou pour toi? Pendant l'intervention, non. Okay. Quand on voit la salle remplie de 4000 personnes, évidemment, ça fait quelque chose. Ouais. Et c'était presque un show, c'était un mélange de show et de... Exactement, on a beaucoup travaillé, on a pris des cours de théâtre avec les meilleurs profs de théâtre, etc. pour être prêt. Et on a joué une pièce de théâtre toute la journée autour de la fiscalité, de l'immobilier, des différents aspects de l'immobilier. Tu as toujours, puisque c'est évidemment une personnalité connue dans le milieu de l'immobilier, donc je profite de ce moment pour te poser la question. Tu es toujours aussi proche de lui? Tu travailles toujours autant avec lui? Complètement. Il a changé d'image récemment, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Tu es encore dedans, peut-être dans certains projets? Complètement. Déjà, on a la revue juridique et fiscale ensemble. Okay. Ça, c'est une revue qu'on a ensemble. Et puis après, on travaille sur les différents sujets ensemble. C'est un super entrepreneur. Humainement, on s'entend très, très bien. Et puis, quel courage de prendre un virage comme il est en train de prendre. Moi, je dis chapeau. Hein. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce qu'il a le mérite d'être clivant. Il a un parcours qui est assez exceptionnel. Bien sûr. Et ça, franchement, respect. C'est assez admirable de voir une réussite de ce type-là aussi rapide dans un milieu immobilier qui n'est pas des plus simples et extrêmement concurrentiel. Et en même temps, il a été il a clairement initié quelque chose. C'était le premier à lancer ça. Ça, je maîtrise pas assez les timings. Premier, tu vois, on a Olivier Seban qui vient tout à l'heure. Pour moi, Olivier Seban était avant. Oui, hein. Effectivement. Et largement avant. Hein. Wengen, il a lancé quoi en 2018? Ouais. Seban, il était là depuis 2013. On lui demandera tout à l'heure. Ok, on a fait pas mal le tour de différents sujets. 2 dernières questions. C'est parti. Est-ce que tu as... Alors, je sens que tu vas pas nous répondre, mais on va pas te lâcher. Ouais. Est-ce que tu as une passion inavouable? C'est la première fois qu'il a peur de la poser la question là. Le temps que tu cherches, je vais te donner des passions inavouables qu'on a eues. On a eu les jeux Kinder. Tu sais, les petites boîtes. On a eu des serviettes. On a eu des chaussons d'hôtel. Et on en a eu plein. Et on en a eu un qui est allé... Pour l'instant, quel taulier? Oui, c'est le taulier. Passion, masturbation, 5 fois par jour. Et il l'a assumé frontal. Il a 500 000 personnes sur Insta. Il a assumé frontal. Il n'a pas le même personnage branding que toi, par contre. Faut qu'on soit honnête. On raconte pas d'histoire. On est ici, on se dit... Non, je l'ai. Ah, je l'ai que personne n'a d'ailleurs. Pour le coup, vous serez les premiers à... Franchement, on a eu quelques exploits. On te remercie pour ça parce que tu as été très transparent. J'ai une passion inavouable, ça fait bizarre de le dire. Un mythe s'effondre aujourd'hui. Non, les chemises. Les chemises, tout simplement. J'achète des chemises... tout le temps? Tout le temps. Okay. Chez moi, je dois avoir 40 chemises emballées. Ah oui. Emballées, que j'ai pas encore mises. Ok. Et voilà, c'est inexplicable. Toujours les mêmes, des blanches ou... Toujours des blanches et des bleues, voilà. En plus, c'est les mêmes couleurs? Très souvent, voilà, toujours les mêmes. C'est quoi, c'est des marques différentes ou non? Quasiment pas, c'est toujours quasiment la même marque. Voilà, c'est inexplicable. Des fois, j'en achète 8 et ça me fait du bien. Quoi, voilà. C'est un toutou Non, c'est surprenant, hein, mais voilà, c'est ouf. Si c'est vraiment... c'est pas une passion, du coup. C'est pas une passion. On est un peu sur un toc, on peut dire. Un peu. Et voilà, plutôt sur Aujourd'hui, tu as entre 50 et 60 chemises, donc 40 qui n'ont jamais été mises. Ouais, je pense qu'on est loin des chiffres. Ah bon? Parce que comme je vous ai dit, j'habite à Nice et à Lille, donc j'ai 2 endroits. Faut pas manquer, ouais. Donc, voilà. T'as combien de chemises au total?
Franchement, j'ai pas compté, mais plus de 100, c'est sûr. Plus de 150, je pense. Incroyable. ouais. Ok. Ah, c'est un vrai truc que tu nous as donné là. Ouais. Je sais pas encore si je vais pas vous dire de le couper. Je vais y réfléchir. Et il dit à ses clients, prenez soin de vos finances personnelles. Ah, c'est génial. Non. Ah, mais c'est génial. Mais moi, j'adore. Ouais, très fort. Ah, c'est trop cool. Et franchement, au début, quand tu m'as dit les chemises, je me suis dit, il se fout Il de est la en train de nous arnaquer. gueule. Ouais, il Et est en après, train de nous baiser, là. Ah, putain, génial. Donc non, sinon je crois pas avoir d'autres. On va pas te tanner. Franchement, c'est une ça super suffit. réponse. C'est validé. Honnêtement, c'est une super réponse. C'est validé. Par contre, il faut que tu nous en donnes une deuxième si tu veux qu'on la coupe, parce que les gens vont se dire, mais attends, il n'y a pas de passion inavouable. Non, c'est Non, bon. ça va. C'est bon, c'est validé. Pas de problème. Et est-ce qu'il y a des questions ou une question qu'on t'a pas posée pendant ce podcast et qu'on aurait dû te poser? Un sujet qu'on n'a pas traité, que tu aurais aimé traiter. Non, pas particulièrement. Je réfléchis. Non, c'était un super moment. C'était cool. C'est vrai, ça t'a plu? Ouais, c'était hyper détendu. Ok. Et si j'ai envoyé des trucs que j'avais jamais envoyés, c'est que je me sentais bien et que ça s'est bien passé, quoi. Donc, Ok. C'est le but. Moins de rigidité que ce que j'ai pu connaître. Même si vous avez un but différent, c'est pas une critique pour les autres podcasts, hein, loin de là. Mais j'ai bien aimé la forme, ouais. Très sympa. Le fait que vous soyez deux, c'est top aussi. Ouais. Vous avez chacun vos réactions différentes, etc. Enfin, c'est très appréciable. Trop cool. Voilà. Pas d'autres, non, mais pas de questions particulières. Bah écoute, si, attends, je vais reprendre le tips qu'on nous a donné tout à l'heure. Si vous avez aimé Simon et vous voulez qu'on ait... parce que, en fait, c'est finalement grâce à vous qui nous écoutez. Si aujourd'hui on peut avoir des profils comme Simon, c'est parce que peut-être que... Alors, je sais pas si tu as regardé un petit peu ce qu'on faisait, mais tu as dû regarder s'il y avait quand même quelques écoutes, etc., j'imagine. Donc, plus on est nombreux à écouter, plus on a des profils de qualité. Et plus on a des profils de qualité, plus vous êtes nombreux à nous écouter. Donc, si vous pouvez juste mettre 5 étoiles, prendre 2 minutes et mettre 5 étoiles sur le podcast, ce serait génial parce que nous, ça nous permet d'être mieux référencés et donc d'avoir toujours plus d'écoute et des profils toujours plus intéressants. Voilà. Écoute, en tout cas, merci beaucoup. C'était Merci à vous deux. très intéressant. On t'a vu en plus sous un jour un peu effectivement différent. C'était trop cool. Moi franchement, j'ai adoré. Et Aymeric, s'il a écouté jusque-là, franchement, je trouve qu'on a réussi à le challenger. Donc, je suis plutôt content. Aymeric, il a pas l'info sur les chemises. Il va la découvrir. Excellent, excellent. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Merci. Ciao. Simon. Salut. Merci à vous. Merci. Merci à toi.